Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons tenter de comprendre ensemble quelle est l'incidence d'une expatriation sur la fiscalité de vos investissements immobiliers, qu'ils soient réalisés en France ou à l'étranger. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être en duplex avec Nicolas Seignol. Bonjour Nicolas Seignol. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc à distance dans Smart Patrimoine. Vous êtes depuis l'Espagne puisque vous êtes directeur Equance en Espagne. Equance qui est un cabinet de gestion privée internationale. Vous allez nous expliquer comment gérer la fiscalité de ces investissements immobiliers lorsque l'on est soi-même expatrié. Alors il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure qu'on va essayer d'explorer ensemble, c'est celui où justement je suis expatrié, mais j'ai des biens immobiliers en France qui me génèrent des revenus. Comment dois-je les prendre en compte dans ma déclaration de revenus, Nicolas Seignol ? Alors effectivement, donc on est dans un thème qui est d'actualité puisque le 13 avril dernier a ouvert la campagne déclarative pour l'année 2022. Donc pour les non-résidents, elle a ouvert également et se clôturera le 25 mai. C'est la deadline pour réaliser sa déclaration quand on est non-résident auprès du centre des impôts de Noisy-le-Grand. Voilà. En ce qui concerne du coup les revenus en lien avec un investissement immobilier réalisé sur le sol français alors qu'on est soi-même plus résident fiscal français ou en tout cas plus résident français, est-ce que ça a une incidence particulière, Nicolas Seignol ? Alors oui, ça a une incidence et comment on va faire pour procéder à cette déclaration? Tout d'abord, on va regarder s'il existe ou pas une convention entre la France et son pays de résidence fiscale. Alors pas de panique parce que la France a signé énormément de conventions fiscales, à peu près 150 sur tout ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur le patrimoine dont on parlera ensuite. Mais il faut bien retenir que quand on parle de revenus immobiliers et qu'en présence d'une convention fiscale, très souvent, dans la quasi-totalité des cas, c'est la règle de situation de l'immeuble qui va définir la compétence territoriale d'un pays ou de l'autre, votre pays de résidence fiscale ou bien la France, pour venir taxer ses revenus. Donc quand le bien est en France, situé en France, que les revenus sont tirés du sol français et que vous êtes à l'étranger, la France va être compétente pour réclamer un impôt sur ces revenus-là. Donc on paye un impôt en France lorsque l'on est propriétaire d'un bien qui génère des revenus immobiliers, même si nous-mêmes on n'habite plus en France. C'est ce qui se passe dans la majeure partie des cas. Par contre, donc, il faut bien voir une chose, c'est que là on rentre dans un sujet un petit peu épineux, donc le sujet de la taxation donc, des revenus immobiliers, puisqu'on peut parler d'une fiscalité confiscatoire dès lors qu'on se réfère à des revenus de location nue, des revenus donc des revenus fonciers comme on les appelle, puisque en fait la fiscalité va être complètement différente. Les taux de taxation que la fiscalité qu'on a l'habitude quand on est français et qu'on habite en France de payer sur des revenus immobiliers, on va avoir des taux régis par l'article 197A du CGI. Ces taux vont être donc, il faut raisonner en deux étapes. D'abord l'impôt sur le revenu et ensuite les prélèvements sociaux. Donc pour chaque euro généré en France, on va avoir une taxation de 20% minimum. Donc c'est vraiment dès le premier euro qu'on va payer 20% d'impôt sur ces revenus locatifs. Et ensuite, dès lors qu'on va on va augmenter ces revenus, qu'on va dépasser le seuil de 26 070 €, ces 20% vont se transformer en 30%. Donc on voit que c'est un barème avec deux tranches et donc une légère progressivité. Ça, c'est pour l'impôt sur le revenu. Au sein de l'Union européenne. Voilà. Alors maintenant, il faut parler bien évidemment de ce sujet épineux des prélèvements sociaux. Bien sûr. Et en distinguant le cas de personnes qui sont résidentes non résidentes, fiscales françaises, mais résidentes au sein de l'Union européenne ou de l'espace économique européen et la Suisse, et ceux parmi d'entre nous qui nous écoutent qui vivent en dehors de ces zones citées, par exemple le cas de l'Australie, puisque pour un Français de l'Union européenne qui aurait donc des revenus immobiliers français, en plus de payer donc le taux de 20 ou 30% d'impôt sur le revenu, il va devoir payer un prélèvement de solidarité qui s'élève à 7,5%. Donc on voit qu'on peut être soit à 27,5%, soit à 37,5%. Par contre, où le bas blesse, c'est quand on prend un exemple donc d'un Français qui vit en Australie, eh bien lui, il continuera à payer ce que nous on paye en France, disons quand on est résident, les fameux prélèvements sociaux de 17,2%, en plus de son impôt sur le revenu. Donc on arrive finalement à une fiscalité qu'on peut qualifier, je pense, de confiscatoire, puisque dans le pire des cas, on sera à 30% plus 17,2%, on atteint quasiment 50% d'imposition sur ces revenus fonciers de source française, et dès le premier euro. Mais ça veut dire, Nicolas Seignol, que lorsque l'on part vivre à l'étranger, il vaut mieux vendre ses investissements immobiliers en France, ou est-ce que là aussi on est taxé lorsqu'on réalise des plus-values immobilières sur le sol français ?
Alors, effectivement, que ce soit des revenus de location ou bien alors des plus-values, dès lors même si on va vivre à l'étranger, eh bien on va devoir, on sera redevable, on devra faire une déclaration, on sera redevable d'un impôt en France. Maintenant, le problème c'est que les Français en général ont une appétence pour la pierre, pour l'investissement immobilier, et généralement on aime bien investir dans son pays. Donc quelque part, il faut trouver des solutions pour continuer d'investir et ne pas être pénalisé, ne pas se retrouver dans ce carcan fiscal qu'on vient de décrire. Donc, pour le cas des plus-values, par exemple, si vous voulez, la fiscalité est assez similaire que pour un résident. On aura un taux d'impôt sur le revenu de 19%, on bénéficiera des abattements pour durée de détention, d'accord, dès lors qu'on vend un bien qui est resté en France alors qu'on a déménagé à l'étranger. Voilà. Pour les résidents Union européenne, on sera sur 19% plus 7,5% de prélèvement de solidarité, comme pour les revenus. Par contre, pour les hors Union européenne, finalement, on va se retrouver sur un même schéma que pour un résident, les 19% plus la CSG-CRDS. Par contre, il faut souligner un point, c'est qu'il y a une exception que pas mal de nos compatriotes, je le vois ici en Espagne, quand on discute de ce sujet, ignorent, c'est qu'on a la possibilité, même si on a déménagé à l'étranger et qu'on a gardé un bien situé en France, eh bien, d'obtenir sous condition, il y a deux conditions, une exonération de 150 000 € sur la plus-value qu'on réaliserait sur ce bien qui est resté en France. Voilà. Les deux conditions, je les donne pas pour rentrer volontairement trop dans la technique, mais elles sont faciles. Il suffit d'avoir résidé 2 ans en France et que la cession intervienne avant le 10e anniversaire de son départ à l'étranger. D'accord, donc une vente qui interviendrait effectivement lorsqu'on est déjà parti mais qu'on veut se séparer d'un bien immobilier. Un mot peut-être rapide quand même, effectivement, Nicolas Seignol, sur cette différence de traitement finalement, qu'on soit résident en Union européenne ou hors de l'Union européenne, ça change beaucoup de choses quand même en matière de fiscalité. On le voit et ça a été un sujet brûlant, notamment en 2012 et en 2015. 2015, c'est l'arrêt de Reuters, la Cour de justice de l'Union européenne, qui a été repris par la Cour de cassation, par le Conseil d'État, pardon, suite à la loi de finances rectificative de 2012, qui avait réassujetti, donc c'était, si ma mémoire est bonne, en août 2012, qui avait réassujetti les non-résidents aux prélèvements sociaux sur 2 catégories de revenus qui étaient donc les locations et les plus-values. Il y a eu tout un épisode judiciaire et maintenant on se retrouve sur une dualité finalement de traitement, comme on l'a vu précédemment. Ce qui change le plus, c'est cette question des prélèvements sociaux avec 7,5% à payer pour des unions européennes, des résidents non résidents hors Union européenne, et 17,2% pour les Français qui sont domiciliés en dehors de l'Union européenne. Donc il y a une vraie différence de traitement, de discrimination sur ce sujet-là. C'est un point très sensible. Rapidement, Nicolas Seignol, quels conseils vous donneriez aux gens qui nous écoutent pour la gestion de ces investissements immobiliers lorsque l'on est non-résident fiscal français? Alors évidemment, ce ne sera pas pour cette déclaration de revenus-là, mais peut-être pour anticiper la suivante. On l'a vu, la catégorie finalement de revenus qui est pénalisante fiscalement, c'est le revenu foncier. Ce n'est pas forcément non plus une catégorie de revenus qui est intéressante quand on est résident en France. Je ferme la parenthèse là-dessus, mais eh bien, ce qu'on peut faire pour continuer d'investir dans l'immobilier sans être pénalisé fiscalement, on peut déjà, tout simplement privilégier le schéma de la location meublée, où grâce au jeu des amortissements, si on note pour une déclaration en réel, on va venir gommer le résultat taxable avec les amortissements qui viendront se déduire. Et si on a financé son acquisition par un emprunt, on peut se retrouver dans des cas où pendant 20 ans, finalement, on va être complètement libre de toute charge fiscale. Après, je voudrais parler d'un instrument que nous, on utilise beaucoup, dont on fait souvent l'apologie, parce que c'est la SCPI, puisque c'est un instrument qui est très versatile, qui nous permet de répondre à beaucoup de cas de figure. Mais prenons le cas de la SCPI, donc c'est un concept, je pense, qui est assez connu, mais c'est vrai que depuis 2012, on a vu apparaître certains gérants qui ont créé des SCPI dites internationales ou européennes. Et si on prend le cas de la SCPI, en opposant donc une SCPI française et une SCPI, disons, européenne, la SCPI française avec 100% de ses actifs en France et la SCPI européenne avec tous ses actifs à l'étranger, le traitement fiscal ne sera pas du tout le même. Sur une SCPI française, on va subir de plein fouet la fiscalité décrite précédemment. En revanche, sur une SCPI européenne, bien que la SCPI soit enregistrée en France, c'est une SCPI française, mais avec des biens à l'étranger, on va retenir comme règle de taxation uniquement la règle de localisation. Les biens n'étant pas
en France, mais à l'étranger, il n'y aura aucune déclaration à effectuer en France dès lors qu'on est non-résident et aucun impôt à payer. Est-ce que ça vaut aussi, alors il nous reste 1 minute, hein, Nicolas Seignol, mais si jamais je reviens en France et que j'ai réalisé ces investissements en SCPI international à l'étranger, par exemple? Alors oui, les avantages qu'on avait effectivement à l'expatriation, au moment de s'apatrier, vont toujours produire des effets très positifs sur sa déclaration, puisque, un exemple, au niveau de la CSG-CRDS, on restera sur du revenu foncier qui sera taxable, c'est un revenu étranger qu'on doit réintégrer dans sa déclaration. Par contre, comme c'est un revenu de l'étranger, on n'aura pas à payer de CSG-CRDS. Donc on élude 17,2% de taxation sur son revenu. Et aussi pour l'IFI, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que c'est la même règle pour l'IFI, c'est la règle de localisation. Donc, parler simplement de la loi LME 2018 promulguée sous Nicolas Sarkozy, qui stipule que quand on a passé 5 ans à l'étranger et qu'on revient en France, tous les investissements immobiliers qui ont été réalisés pendant cette période d'expatriation ne rentreront pas dans la base taxable de votre IFI pendant 5 ans. Donc, si on rentre le 2 janvier, c'est plutôt conseillé si on peut s'organiser comme ça. Vu que l'IFI, on prend la situation au 1er janvier, eh bien, on peut avoir quasiment jusqu'à 6 ans d'exonération des biens qui ont été acquis à l'étranger dans sa base IFI. Merci beaucoup Nicolas Seignol. Moralité, si vous voulez rentrer en France, rentrez le 2 janvier, c'est ce qu'il faut retenir effectivement. Merci Nicolas Seignol en tout cas d'être intervenu dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur Equance, donc gestion privée internationale en Espagne. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.